Avant de parler de la Fronde, qui marqua le début du règne de Louis XIV, je vais vous parler de la Révolution anglaise de 1649, et je vais même anticiper un petit peu en vous racontant aussi celle de 1688, la Glorieuse Révolution. Élisabeth Ier mourut en 1603, elle était la fille d'Henri VIII, et la petite-fille d'Henri VII, elle était la dernière des Tudors, qui était une dynastie galloise, et à ces Gallois succédèrent les Stuarts, qui sont des Écossais. Marie Stuart était du reste la cousine d'Élisabeth Ier, à qui celle-ci avait fait couper la tête. Le fils de Marie Stuart, Jacques VI d'Écosse, n'en devint pas moins roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier Stuart. Il régna jusqu'à sa mort en 1625, et son fils Charles Ier voulut réaliser son rêve qui était d'unir sous une même couronne les royaumes d'Angleterre, d'Écosse et aussi d'Irlande. Mais le Parlement de Londres ne soutenait pas ses projets, car il était chagriné que Charles Ier se déclare roi de droit divin, c'est-à-dire en fait souverain absolu. Comme le roi de France. Il était d'ailleurs le fils d'Henriette de France, qui était elle-même la fille d'Henri IV. On en resta là jusqu'en 1628, mais cette année-là, Charles Ier eut besoin d'argent. Et pour lever des impôts, il a besoin de l'accord du Parlement, en vertu du principe No taxation without representation. Et à cette occasion, Charles Ier accepta de signer la Petition of Rights, la pétition des droits. Mais cela ne lui coûtait pas cher, puisqu'il s'abstenait toujours de convoquer de nouveau le Parlement. Le temps passa et en 1640, Charles Ier dut de nouveau convoquer le Parlement pour la même raison. Il avait besoin d'argent. En effet, l'Écosse s'était révoltée et les Écossais envahissaient le royaume d'Angleterre. Il fallait de l'argent pour payer des troupes. Mais le Parlement saisit l'occasion pour exposer ses griefs. Si bien que Charles Ier ne tarda pas à en prononcer la dissolution. C'est ce qu'on appelle le court Parlement. Mais le roi Charles Ier dut se résigner à réunir de nouveau le Parlement. Il avait, une fois de plus, besoin d'argent. Et cette fois, le Parlement lui adressa la grande remontrance, qui lui interdisait notamment de dissoudre le Parlement. Ce Parlement dura donc longtemps, on l'appelle le long Parlement, puisque personne ne pouvait le dissoudre. Et en 1642, le roi se mit en tête de faire juger quelques parlementaires pour trahison, ce qui ne plut pas du tout au Parlement et déclencha la guerre entre les cavaliers, partisans du roi, et les têtes rondes, partisans du Parlement. Celle-ci était commandée par Cromwell, qui finit par remporter sur les armées du roi la victoire de Neseby en 1645. Après cette bataille, le roi d'Angleterre, qui est aussi roi d'Écosse, se réfugia auprès de ses sujets écossais en 1646. Mais ceux-ci ne savaient pas trop quoi faire de ce prisonnier un petit peu encombrant, et en 1647, ils le livrèrent au Parlement, c'est-à-dire en fait à Cromwell. Le roi était donc prisonnier du Parlement, mais en 1648, les Écossais changèrent de nouveau d'avis et ils se soulevèrent en faveur de leur roi. Mais Cromwell leur infligea la défaite de Preston en 1648. Rendu accommodant par toutes ces vicissitudes, Charles Ier accepta les réformes proposées par le Parlement. Mais Cromwell ne l'entendait pas ainsi et il décida de faire juger le roi par le Parlement, qui était d'ailleurs assez gêné à cette idée. Mais Cromwell réussit à convaincre quelques parlementaires, on en trouve toujours, qui constituèrent un tribunal et jugèrent le roi en janvier 1649. Et celui-ci fut exécuté le 17 janvier 1649. Son dernier mot sur l'échafaud fut « Remember », souviens-toi. Le sens de cette parole reste mystérieux. Mais dans Les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas lui donne un sens puisqu'il imagine qu'un mousquetaire est caché sous l'échafaud et que c'est à lui que s'adresse ce dernier mot « souviens-toi ». Il n'y a donc plus de roi, mais Cromwell prit le titre de Lord Protecteur. Et comme tous les gens qui nous protègent, il exerça une dictature. Et cela jusqu'à sa mort en 1658. Et alors, que se passa-t-il? Eh bien, c'est son fils Richard Cromwell qui lui succéda. Alors peut-être, plutôt qu'une dictature héréditaire, vaudrait-il mieux une monarchie héréditaire? Si bien que la meilleure solution apparut de restaurer les Stuarts, en la personne de Charles II, fils de Charles Ier. C'est ce qui fut fait en 1660 et Charles II régna jusqu'en 1685. C'est son frère Jacques II qui lui succéda alors. Sous le règne de Jacques II se produit la Glorieuse Révolution de 1688, qu'on appelle aussi la Révolution sans effusion de sang, ce qui est complètement faux. En 1688, donc, Jacques II réclama la tolérance envers les catholiques. Cette tolérance n'existait dans aucun État protestant d'Europe. Je précise d'ailleurs au passage pour le plaisir que les catholiques n'obtiendront les mêmes droits politiques que les anglicans qu'en 1887 en Angleterre. C'est donc lors de cette glorieuse révolution la question religieuse qui prédomine. En effet, Jacques II avait eu de Anne Hyde 2 filles, élevées dans la religion protestante, et qui allaient toutes les deux régner d'ailleurs. Mais il s'était remarié en 1673 avec Marie d'Este, qui était la fille du duc de Modène en Italie. Celle-ci était catholique et elle avait eu plusieurs enfants, dont un fils qui avait été élevé comme sa mère dans la religion catholique.
Et c'était lui qui désormais devait hériter du trône. Il y aurait donc un roi catholique dans un pays anglican. Cela ne pouvait être admis par le Parlement. Et celui-ci fit appel à Guillaume de Nassau, prince d'Orange, le gendre de Jacques II. Il avait épousé sa fille Marie. Il était devenu statutaire des Pays-Bas à la suite d'une révolution qui était faite pour résister à l'invasion de Louis XIV. C'est donc le roi de France qui allait fournir un roi à l'Angleterre. Et ce roi serait d'ailleurs un ennemi juré de la France. Toujours est-il que le Parlement fit appel à Guillaume de Nassau, ou plus ou moins accepta son arrivée, car Guillaume de Nassau débarqua accompagné de 20 000 hommes, dans une Angleterre qui n'a pas d'armée permanente ou très peu. C'est donc en fait une véritable invasion qu'on a aimablement camouflée sous le nom de Révolution. Guillaume de Nassau devint Guillaume III, roi d'Angleterre. Il accepta une déclaration des droits de 1689, qu'on appelle le Bill of Rights. Ces déclarations sont les fondements de la Constitution britannique, qui pourtant n'est pas écrite en tant que telle. Quant à Jacques II, il s'exila en France auprès de son cousin Louis XIV. Et il tint une cour avec ses partisans, qu'on appelle les Jacobites, à Saint-Germain-en-Laye. Louis XIV le soutint, il y eut même une expédition en Irlande en vue de le restaurer, mais qui se termina par la défaite de la Boîne en 1690. Mais en réalité, Louis XIV ne soutenait Jacques II qu'aussi longtemps que ça lui convenait pour ses autres guerres. Et Jacques II mourut à Saint-Germain-en-Laye en 1701. Il fut enterré dans le cimetière de l'église de Saint-Germain-en-Laye. Il y a une chapelle qui existe toujours dans cette église qui lui est dédiée. Cette révolution fut loin de satisfaire tout le monde en Angleterre, et quand les Hanovre vinrent sur le trône, les Stuarts gardaient encore tout au long du XVIIIe siècle des partisans. D'abord le fils de Jacques II, qu'on appelle Jacques III, ou le vieux prétendant, et le fils de celui-ci, Charles-Édouard, qu'on appelle le jeune prétendant, qui mourut en 1788.